Catherine, bonjour. Bonjour. Donc, avant d'entamer la discussion autour de Amy Lawrence, donc ton dernier ouvrage paru chez Flammarion, je rappelle que tu es la fondatrice de Art Press. Donc, le premier numéro a vu le jour en décembre 72, janvier 73. Alors, j'aimerais bien quand même que tu nous dises un peu ton aventure avec Art Press. Comment ça a commencé? Parce qu'en fait, on ne le sait pas beaucoup. Alors, oui, ça a commencé il y a exactement 45 ans. Et je publiais déjà dans un certain nombre de magazines d'art, en France et d'ailleurs aussi à l'étranger. Et je crois que ce qui se passe toujours au moment où une revue est créée, surtout une revue d'art, c'est que j'estimais, moi et quelques amis, que les choses qui nous passionnaient le plus dans le domaine de l'art contemporain n'avaient pas suffisamment d'écho dans les magazines tels qu'ils existaient. Donc l'idée est née de créer notre propre revue. Et pour ça, on était trois. À l'époque, je vivais avec un jeune marchand de tableaux qui a fait son chemin depuis, qui s'appelle Daniel Templon. Et nous étions amis avec un garçon qui avait notre âge, c'est-à-dire 25 ans ou même moins de 25 ans à l'époque, qui s'appelait Hubert Goldet et qui était un collectionneur, un grand collectionneur d'art contemporain, qui aujourd'hui malheureusement est mort. Mais après avoir collectionné l'art contemporain, il a beaucoup collectionné ce qu'on appelait à l'époque les arts primitifs, et il a réuni une très très belle collection qui pour une partie maintenant est au Quai Branly. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et ce qui nous intéressait le plus, et qu'on avait envie de défendre à l'époque, c'était des courants qui étaient assez sous influence théorique, comme ça, des courants artistiques qui étaient sous influence théorique. En France, il y avait tout un groupe de jeunes peintres qui étaient liés à tel quel, qui s'appelait Support Surface. Et puis aux États-Unis et surtout en Angleterre, il y avait tout un groupe qu'on appelait les artistes conceptuels. Voilà, donc c'est disons les premiers artistes avec lesquels j'ai travaillé, quoi, voilà, et pour lesquels on a fondé cette revue. Après ça s'est ouvert, ça a évolué. Parce que, en fait, en te lisant, je me fais toujours cette remarque, quel rapport avec l'œil. Donc, Catherine, la visuelle, j'ai relevé quelques citations, donc je vais te les lire. Par exemple, dans Jour de souffrance, tu dis ceci: de quelle façon la figure de Jacques s'est-elle inscrite dans mon champ de vision? Un autre passage que je trouve très proustien, tu disais: le petit couloir par lequel on pénètre chez nous est bas de plafond, la plupart du temps laissé dans l'obscurité, sorte de sas où l'espace se resserre brièvement entre l'enfilade de cours qu'on vient de traverser et la grande pièce qui surprend par son volume. Donc il y a vraiment cette espèce vraiment de regard extrêmement attentif et restituant en fait. Et dans Une enfance de rêve aussi, tu commences par le petit bébé à porter. Et là, cette phrase, dont l'image qu'il m'est laissée est celle d'une petite main que je fus autorisée à caresser. Et donc il y a quand même cette question de l'image que je retrouve. Oui, alors de temps en temps, les différents récits autobiographiques. Il m'est arrivé de me souvenir de sons ou de voix, d'appels. C'est aussi par exemple dans Une enfance de rêve. Mais c'est vrai que pour moi, les souvenirs, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais pour moi, ils s'inscrivent sous forme d'images. Et il y a des images qui sont quand même plus prégnantes que d'autres. Et très souvent, quand je me mets au travail comme ça sur un livre, et même, je crois, certains textes sur l'art, je crois qu'il y a une sorte de concentration préalable qui fait que j'essaye de retrouver en moi les images les plus marquantes, comme ça, de faire revenir comme ça. Bon. Et ça sert pour moi de point d'ancrage, quoi, de point de départ pour un récit. Et c'est vrai que j'utilise aussi beaucoup les images. Alors par exemple, pour Une enfance de rêve,
où là je ne pouvais pas recueillir, par exemple, de témoignages. Je ne pouvais pas vérifier certains faits auprès de témoins, puisque mes parents sont morts, le frère que j'avais aussi, enfin bon. Et là je suis partie alors, de quantité d'images que j'avais, qui étaient les photos de famille que mes parents conservaient. Et je faisais rire Jacques Henrique, qui me voyait travailler, parce qu'il me voyait avec la loupe penché sur ses photos, pour être bien sûr de vérifier si ma mère, dont je parlais, enfin, avait ce jour-là un chemisier à fleurs ou pas. Voilà. Presque à la Proust alors. Oui, parce que, alors, oui, pour deux raisons en fait. D'abord parce que je pense que on trouve ça chez les auteurs américains par exemple, je trouve que la très grande précision visuelle, c'est une manière de faire rentrer quand même le lecteur dans ce qu'on est en train de lui raconter, dans le récit lui-même, qu'en fait ça l'aide à se bâtir son propre décor. Bon, ça c'est une chose presque technique, j'ai envie de dire. Mais aussi parce que si soi-même on est très visuel, c'est ce qui enfin, c'est le petit fil. Enfin, on va trouver, disons, dans l'image, le fil qu'on va tirer et qui va faire ressurgir peut-être d'autres choses, pas simplement d'autres images, mais des sensations, par exemple, des sentiments. Bon. Un jour, je me suis rendu compte, pour donner un exemple précis, que sur des photos, alternativement, moi et ma mère portons le même chemisier. J'étais adolescente, presque jeune fille. Ma mère était une femme assez menue et on se partageait sans doute un chemisier. Et à partir de là, tu vois, il y a beaucoup de choses que ça peut faire ressurgir, comme ça, le fait que la mère et la fille partagent un même vêtement. Voilà. Parce que, aussi dans La vie sexuelle de Catherine M., donc, que j'ai lu pour la première fois en arabe. Oui. C'est moi qui me l'a offert en arabe, et donc je dis à tout le monde qu'il n'y a pas toute la photo de Catherine M. Pour l'édition arabe, on a coupé quand même le bas du corps, et donc je te disais que la traduction est vraiment très très belle. Oui, c'est un arabe moderne, raffiné, vraiment très beau. Et donc dans La vie sexuelle de Catherine M., que moi j'ai lu en arabe, quand même, il y a quelque chose dès le début que tu disais, donc tout en parlant de ces scènes que tu donnes aussi à voir, les scènes sexuelles, tu dis quand même quelque chose, et j'aimerais bien si tu peux nous déplier les deux plans. Donc il y a les scènes, et puis il y a cette promesse ou injonction à toi-même, il faut un jour que je dise. Oui. Et j'ai trouvé que c'était vraiment non seulement la chose vécue, mais aussi la chose qui va être dite, restituée, élaborée, perlaborée, mais en tout cas, il y a quelque chose là d'une singularité, d'une expérience qui est à dire. Je crois que en fait, j'étais une petite fille qui passait son temps à lire, hein, voilà. Bon, donc voilà, je complétais ma petite vie avec tout ce que je pouvais trouver dans les livres et qui augmentait cette vie. Et je pense que ça m'a très très tôt, en fait, installée dans cette idée que j'écrirais, quoi, en fait. Alors je ne savais pas quoi, évidemment, mais enfin, il me semble que, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question de savoir qu'est-ce que je ferais plus tard, par exemple. Ce que je ferais plus tard, c'était écrire, quoi, en fait. Bon. Alors, peut-être que les deux choses se sont complétées et que cette très bonne mémoire qu'on remarque chez moi, je vis avec un homme, Jacques Henrique, qui lui n'a pas du tout de mémoire, au contraire. Alors il m'admire beaucoup pour celle que j'ai. Et une fois, il m'a fait remarquer, il m'a dit, mais peut-être que finalement, tu as été capable d'écrire ce livre, La vie sexuelle, parce que tu as aidé ta mémoire avec l'idée que déjà tu allais l'écrire, en fait. Même si ce n'était pas formulé, je ne me suis jamais dit, évidemment, allant à un rendez-vous voilà, avec un ami, je ne me suis pas dit, il faut bien que je me souvienne de ce que je vais vivre là ce soir, parce que un jour je l'écrirai. Évidemment, ce n'est pas aussi mécanique que ça.
Mais peut-être qu'il y avait quelque chose dans mon arrière-fond qui me faisait tout enregistrer avec beaucoup, beaucoup d'attention, parce que, voilà, un jour, je le restituerai, quoi. Oui. Et c'est vrai que les scènes qui sont rapportées dans le livre sont des scènes qui m'ont marqué de manière très vive, en fait. Bien sûr, il y en a eu beaucoup d'autres que celles qui sont dans le livre. Je crois que j'écris, pas forcément pour raconter que des choses agréables, d'ailleurs, parce que le jour de souffrance, ça raconte une douleur qui a été très, très profonde et qui était même encore difficile à raconter au moment où je l'ai raconté. Bon. Mais quand même, je pense qu'écrire, et surtout pour moi, écrire comme ça des souvenirs, en fait, c'est une façon de rester dans un certain bonheur. Voilà, pour le dire d'une façon assez directe, rester dans un certain bonheur, même si c'est des choses douloureuses, mais ces choses douloureuses, on les a absorbées, on a appris à les mettre à distance, on s'est conforté, on les a éloignées comme ça, et peut-être que c'est aussi pour vérifier ça. Par exemple, je pense qu'à la différence d'autres auteurs, ce qu'on appelle autofiction, je ne serais pas capable de livrer un récit tout de suite après avoir vécu un événement. Il faut que le temps ait fait son travail et que ce soit le souvenir d'un temps ancien. Et un souvenir d'un temps ancien, même s'il comporte des choses traumatisantes, il est ancien, on est ailleurs, on a un certain confort finalement à le ramener dans ses souvenirs. Ben alors, ce que j'ai découvert, et je t'ai dit d'ailleurs dans ce Aimer Rose, c'est à quel point aussi tu étais végétale. Vraiment, pour moi, c'était une découverte. Ah bon? Ah oui, les fleurs, les arbres, la nature, et j'étais vraiment extrêmement étonnée, parce que je ne voyais pas ce côté-là de Catherine. Oui, c'est d'abord celui de Laurence. Hein. Oui, mais restitué par toi aussi, dans ton écriture. Il a été un merveilleux poète et je pense que très souvent dans son œuvre, et notamment dans Lady Chatterley, évidemment, les descriptions de la nature et du sentiment de la nature chez ses personnages, c'était le moyen métaphorique qu'il avait de rendre compte d'une certaine sensualité. Il y a des passages dans Lady Chatterley où elle traverse la forêt, c'est le printemps, la nature est en éveil, n'est-ce pas? Et il y a des choses qui sont exprimées d'une manière extrêmement sensuelle dans son rapport avec les arbres, les jeunes arbres, etc. Bon. Et il y a aussi, c'était très important pour Laurence, ces fougères très hautes qui accueillent les amants qui veulent se cacher. Je pense que plus qu'un rapport à la nature et aux éléments de la nature, les fleurs, les arbres, etc., je pense que moi j'ai surtout un rapport à l'espace naturel. Je suis très sensible, notamment aux espaces très ouverts. C'est pour ça que le livre s'ouvre finalement sur une évocation de l'Australie et notamment du désert australien, du bush plus exactement. Alors évidemment la végétation dans le bush elle est un peu spéciale, c'est une végétation assez sèche comme ça et assez ancienne. Bon, mais voilà, moi c'est ça que peut-être que j'ai dans un premier temps partagé avec Laurence, c'est ce goût des espaces ouverts. Un des premiers souvenirs qui est rapporté dans Une enfance de rêve, c'est la découverte que j'ai faite toute petite, mais vraiment encore bébé presque. Et ça, c'est un souvenir néanmoins que j'ai gardé de la mer, du bord de mer, de la plage, de cette étendue comme ça sans fin. Ce qui m'a plu dans le livre, c'est que vous avez cheminé ensemble, c'est que tu as voyagé avec lui. Ouais. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça très très beau. Oui. Très beau. J'aurais bien aimé d'ailleurs. J'aurais bien aimé. À tel point que je me suis dit, est-ce que c'est Catherine M qui rencontre Lady Chatterley, ou bien est-ce qu'il s'agit de deux êtres de plume libres
qui parle vraiment de la vie, de la sensualité, de la jouissance de la femme, etc. Je me suis vraiment posé cette question parce que vraiment, Oui, c'est pas un livre où tu restitues Laurence, mais c'est un livre où tu parles de toi aussi Oui. à travers lui, enfin, ce qui Oui, te touche. oui. Vous êtes Oui, deux. oui. Oui, oui. Oui, oui, c'est pour ça que je dis, je crois d'emblée dans le petite préface que je suis tombée amoureuse de Laurence, quoi, en fait. Et je pense qu'en effet, si je l'avais rencontré, et je crois, enfin, d'abord, je pense que je serais peut-être en effet tombée amoureuse de lui. Je suis sûre que ça n'aurait absolument pas marché, que j'aurais sûrement pas été le genre de femme qui pouvait lui plaire. Mais il y avait ta résistance aussi au début, toi aussi, tu disais. Oui, ça c'est vrai, oui, comme ça arrive dans les histoires d'amour. Mais, et je pense très sincèrement qu'on peut. Moi, je pense que tout l'essentiel de l'amour, ça se passe d'abord dans l'imaginaire. Je pense vraiment qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui est mort, de quelqu'un qu'on ne rencontrera jamais, de quelqu'un qui est. Enfin, je sais pas, je vois, on a assisté récemment aux funérailles de Johnny Hallyday. Je pense que Johnny Hallyday, il a dû susciter des passions chez des très jeunes femmes, enfin chez certaines femmes comme ça, elles sont sans doute. Certainement. Et elles l'ont vraiment aimé, tout en sachant qu'elles ne l'approcheront jamais, en fait. Bon. Donc voilà, moi il y a eu les fans de Johnny Hallyday, je suis une fan de D.H. Lawrence. Et oui, et c'est vrai que plus moi je suis rentrée dans cette œuvre, et plus j'ai vu que je partageais un certain nombre de choses, pas simplement avec ces personnages féminins, oui certes, parce que quand même il a décrit des femmes libres, ou assez libres, bon, mais aussi avec lui-même, ce goût des voyages. Alors lui il aura d'ailleurs passer sa vie à voyager, ce qui n'est pas mon cas. Et le besoin de se sentir complètement sans attache, en fait. Bon. Alors, les moyens par lesquels lui s'est donné cette liberté sont évidemment extrêmement différents des miens. Mais ça existe de la même façon. Moi, je me sens libre, par exemple, parce que je n'ai pas de famille. Alors c'est une chose qui m'a fait souffrir, par exemple, de ne pas avoir de famille. Quand j'ai perdu mon père, quand j'ai perdu ma mère, mon frère, etc., je me suis retrouvée vraiment toute seule. Bon, c'était des moments très douloureux. Et en même temps, j'ai immédiatement ressenti la liberté que ça représentait, évidemment. Immédiatement. Ça, j'ai même des souvenirs très, très précis attachés à ça. Alors ça c'est et puis je me suis donné une autre forme de liberté. Laurence a accepté de vivre évidemment assez pauvre toute sa vie comme ça et sans attache professionnelle. Bon. Alors moi j'ai une attache professionnelle, mais elle m'emprisonne pas non plus parce que j'ai choisi, que je suis mon propre patron. Enfin voilà, je me suis donné cette liberté relative, disons, dans le travail. Mais voilà, il y a beaucoup de choses Et puis il y a peut-être aussi une chose comme ça, autre, qui est... j'en parle un peu, mais ça c'est très difficile, je trouve, d'en parler. J'en parle un peu au début du livre, c'est le sentiment du destin. De se dire... mais là aussi, tu le formules jamais d'une manière aussi nette, mais d'avoir la sensation en toi que tu as un destin, voilà, que tu as des choses à faire. Si on te demandait quoi quand tu as 15 ans, tu ne saurais pas le dire vraiment, tu vois, tu trouverais une réponse stéréotypée pour satisfaire ton interlocuteur. Mais on trouve ça chez Lawrence très tôt, le sentiment d'avoir quelque chose à faire. Finalement, quand il montait sur un bateau et qu'il s'embarquait pour une destination qu'il avait certes choisie, mais qui n'était pas plus prioritaire qu'une autre, c'est qu'il y avait quand même en lui ce sentiment du destin, quoi, à accomplir finalement. Parce que je me suis dit que, je me suis posé la question si vraiment c'était pas aussi la rencontre de deux êtres autour du corps de la femme, mais lui de sa place d'homme, et toi de ta place de femme. Bien sûr, oui. C'est quand même deux places différentes. Alors mais bien autour, sûr. Oui, j'allais dire d'un homme. Oui, le mot objet
n'est pas très jolie, mais autour d'un même objet, Oui. même, la jouissance féminine. Oui, oui. Et je rappelle vraiment ce que tu disais tout au début de ton livre, donc Aimée Lawrence, c'est que en fait l'émancipation, c'est pas simplement travailler, Oui. c'est aussi accéder à la jouissance féminine. Oui. Et ça, enfin, c'est vrai, je trouve ça très très précieux de pouvoir le dire. Bah, moi, c'est ce qui m'a frappé quand même. Bon, parce qu'en effet, si j'ai entrepris d'écrire ce livre, c'est pas simplement à cause des descriptions du désert et de la nature. Bon, c'est bien sûr parce que j'y ai trouvé un discours sur les femmes que j'avais trouvé nulle part ailleurs, en fait. Même pas chez des auteurs femmes. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment saisi, c'est les récits que fait Laurence de l'orgasme féminin. C'est très très troublant. C'est-à-dire quand on est une femme et qu'on lit ces passages, on se dit mais c'est incroyable, c'est ce que dit Anaïs Nin. C'est une écriture androgyne, c'est l'expression qu'emploie Anaïs Nin. Comment c'est possible qu'un homme ait été capable de décrire un orgasme avec autant de précision? Alors, moi, mon interprétation, c'est qu'il a vécu quand même avec beaucoup d'amies femmes autour de lui, qui lui ont été très fidèles, et que certaines racontent les conversations qu'elles avaient avec lui, et qu'il a dû être un confident extraordinaire pour ces femmes, et peut-être qu'il les a fait parler. Je ne vois pas d'autre explication. Oui, c'était quelqu'un qui avait une immense sensibilité, et qui était surtout très très attentif aux femmes, je pense, parce que pour être capable, je reviens un peu en arrière, de décrire non seulement l'orgasme, et j'insiste là-dessus, aussi l'insatisfaction d'une femme, c'est-à-dire elle vient de faire l'amour et puis elle n'a pas rencontré l'orgasme, et donc elle se sent frustrée, et elle en veut un peu à son amant, elle en veut même beaucoup dans certaines scènes. Bon, ça aussi, il fallait savoir en tenir compte. Et comprendre que... C'est-à-dire les ratages aussi. Les ratages, il fallait comprendre les ratages aussi, et à quel point ça pouvait être, me semble-t-il, un problème pour les femmes à cette époque-là. Enfin, il me semble qu'on devait beaucoup moins qu'aujourd'hui parler du sujet. Les femmes comme les hommes devaient être beaucoup plus prisonniers de leur pudeur sur ces sujets-là qu'aujourd'hui, aussi des convenances sociales. Il me semble que c'était... voilà, il me semble que quand même toute l'idée qu'on se faisait de la sexualité encore au début du XXe siècle, je ne sais pas jusqu'à quand d'ailleurs encore, est dominée par les conceptions masculines en fait. Oui, oui. En lisant ton livre, parce que à part Lady Chatterley, comme beaucoup, je ne connais vraiment pas l'œuvre de Laurence, donc tu m'as donné envie vraiment d'aller le lire, mais il y a certains passages de ton livre qui m'ont fait penser à Mille et une nuits. Et je me suis dit aussi, oui, par rapport, tu termines d'ailleurs par cette question de l'indigène ou le noir, par rapport vraiment à la civilisation blanche, etc. Et c'est vrai que le premier conte des Mille et une nuits commence par cette question-là de que veut-elle? La reine, elle est la femme d'un monarque, elle est choyée au sein de son palais, etc. Non, elle veut l'esclave noir. Et donc il y a cette question-là qui ouvre les Mille et une nuits et que j'ai retrouvée comme ça. Oui, et je me suis dit, la question, c'est qui me taraude comme ça depuis quelques temps, c'est je ne comprends pas pourquoi le ciel s'est mêlé de la sexualité des humains. C'est pas moi qui peux t'apporter la réponse. Hein, oui, c'est une question. Je me dis, ce qu'on a dit une fois comme ça au téléphone, par rapport à la Mésopotamie, à l'épopée de Galgamèch, il n'y avait pas vraiment ces restrictions divines, religieuses, ces injonctions qui viennent du ciel pour arrêter la jouissance des individus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me questionne. Pourquoi le ciel se mêle de ce qui ne le regarde pas? Oui. Et que les Mille et une nuits seraient
pour nous une revanche sur cette moralité qu'on peut trouver victorienne ou autre. Oui, enfin, j'ai vraiment, alors là, je déborde, enfin, je vais au-delà de mes compétences en essayant de te répondre, c'est que je pense aussi, en fait, est-ce qu'il peut y avoir une jouissance sans le sentiment aussi du péché? Ben dans Galgamèche, oui. Alors, bon. C'est là où c'est oui, extrêmement intéressant, et je me suis même dit, il faudrait vraiment relire les textes de la religion, mais c'est un autre débat. Mais c'est vrai que des fois je me dis, mais quelle régression au sein de l'histoire, et des fois Adonis parle du monothéisme comme un coup d'état politique, surtout contre les femmes, parce que effectivement, jusqu'à récemment, les femmes ne pouvaient pas parler de leur sexualité, leur satisfaction, l'insatisfaction, enfin, c'était... Oui, moi je pense que, enfin je ne sais pas dans d'autres religions, je pense que quand même la religion catholique a laissé place à un certain jeu, tu vois, parce qu'elle permet, c'est un peu des fois un sujet que j'ai abordé dans mes livres. Lorsque j'étais enfant, j'étais très croyante, mais simplement je m'arrangeais avec Dieu. Voilà. Certes, Dieu était tout puissant, mais il était aussi bienveillant à mon égard. Il voyait tout, et donc il pouvait me voir dans mes désirs aussi, et excuser que je les satisfasse, même si c'était pas comment dire si c'était des désirs pas très propres, en fait. Je pense que les catholiques ça arrange très bien. Enfin, c'est pas pour rien que tout catholique est un peu jésuite, en fait, je pense. Il interprète la loi comme ça l'arrange. Bon, j'exagère un peu. Des attitudes donc singulières vis-à-vis de la religion. Oui, je pense. Enfin, oui, je pense que quand même, on ruse un peu, quoi. On ruse un peu. Bon, on a trouvé le moyen, nous les catholiques, de remplir les églises avec des cornues, quand même. Mais ça, je trouve ça magique. C'est quand même magique. Donc, voilà, c'est pour ça. En fait, c'est ce à quoi moi je pense tout de suite en premier, tu vois. Et des corps très érotiques, voilà, bien sûr. Très sensuels, le donner à voir. Oui. Alors, bien sûr, il ne fallait pas regarder peut-être la femme du voisin, mais on avait le droit de regarder toutes ces femmes nues et ces hommes nus. Mais peut-être que c'est une spécificité ou la particularité du catholicisme. Mais il y a la question que tu soulèves, que j'aime beaucoup, la question du regard de la femme et la question de l'anatomie. À savoir, lui, il regarde et il voit, et elle ne voit pas, même si elle se sert d'un miroir, il y a quelque chose quand même qui reste... Qui échappe. Oui, qui échappe. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu n'abordes pas la question de « elle est châtrée », comme dirait Freud, mais elle ne voit pas. Elle ne voit pas, et donc il y a une vision qui lui est interdite de son corps, et tu dis quelque chose vraiment que j'ai trouvé comme ça précieux, parce que ça m'a ouvert vraiment sur plein d'horizons, à savoir que l'orgasme serait ou est le moyen qui lui permet d'accéder vraiment à la sensation d'un corps entier. Et ça, je trouve ça précieux, comme cette intériorité. Oui, mais en fait, parce qu'il me semble que dans le plaisir, il peut y avoir des images fugaces comme ça qui te traversent l'esprit et qui sont des représentations de l'intérieur de ton corps quand même. Et c'est très... je sais pas, peut-être qu'un jour il faudrait que j'essaye de décrire ces images, aussi fugaces soient-elles, mais il me semble qu'il y a une caverne là, enfin en tout cas c'est mon cas, il y a une caverne que j'ai presque devant les yeux, mais c'est une caverne, c'est sombre, j'y ai pas vraiment de repère, mais quand même là il y a une image qui arrive, qui est une image mentale, qui est complètement fantasmatique, mais... ça reste quand même caverne.
Mais ça reste une caverne, oui, quand même, bien sûr. Oui, oui. C'était, j'essayais dans la vie sexuelle, j'avais cherché des images, par exemple, pour décrire certaines sensations pendant l'orgasme. Et je me souviens qu'il y avait, c'est pas une image très poétique, l'image d'un tonneau. Il y a un tonneau avec des cercles, un tonneau cerclé avec des anneaux de métal comme ça. Oui, oui. Et cette image-là m'avait un peu aidé à décrire au moins certaines sensations comme ça. Bon, mais ça, c'est une image, c'est une métaphore, ça c'est une image recomposée, en quelque sorte, celle du tonneau cerclé. Bon. Mais bon, voilà, oui, je crois que quand même il y a cette nécessité de trouver des images quand même. De trouver des images. Parce que j'ai eu cette question, enfin, c'est ma déformation professionnelle, de me dire, parce qu'à un moment donné, c'est pas ta phrase, c'est Kate qui parle de la tyrannie de la vision, qui va la délivrer de cette tyrannie. Et je me suis dit, est-ce que chez toi, est-ce que ça ne serait pas un résidu de ce qu'on appelle, nous, la sexualité infantile? Peut-être, oui, ça c'est... de cette pulsion de voir de l'enfant qui a envie de voir, qui rencontre le cachet, et puis là, du coup, il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre dans une curiosité sur le monde des choses, des objets, le monde, y compris de la caverne. Oui, je sais pas si c'est... j'ai un ami, Alain Fleischer, qui est un artiste, en même temps un écrivain, et qui a un jour écrit un petit livre. C'est aussi un très grand photographe, vidéaste, tout ça. Bon, donc c'est un homme d'image, pas simplement de parole, qui a écrit un petit livre sur la pulsion scopique, et où il dit que finalement, pour lui, l'appareil photographique, la caméra, l'objectif photographique, disons, n'a été inventé que pour aller regarder sous les jupes des filles. Bon. Donc là, c'est un homme qui parle. Et je trouve que cette idée très simple est très vraie, en fait, qu'elle se vérifie souvent. Bon. Mais en ce qui me concerne... Pour le cacher, donc ce qui est caché... Oui, d'aller chercher toujours ce qui est caché. Mais simplement, on n'en a jamais fini avec le caché, c'est ça le problème. C'est qu'on n'arrive jamais au bout de ce qui est caché. Il y a toujours quelque chose derrière. Bon, c'est pour ça aussi que je me suis intéressée à Salvador Dali, c'est-à-dire aux images multiples. C'est-à-dire que tu vois une image, mais il y en a une autre derrière, et puis il y en a encore une autre derrière, etc. C'est sans fin. Donc... Et quand tu dis, Catherine, que ce qui est invisible est toujours plus grand que nous, c'est pour tout un chacun, l'être humain, ou plus la femme? Oh, j'avais pas en tête. Ce qui est en nous invisible est plus grand que nous. Oui. Je trouve ça très très beau. Oui, parce que c'était dans le passage où tu parlais justement de cette vision interdite. Parce que ce qui est quand même pensé comme une obscurité, c'est quand même pensé comme une obscurité, forcément n'a pas de bord. Une pièce, ici on est dans une pièce très éclairée, on y voit les murs, elle serait plongée dans l'obscurité, on pourrait aussi bien penser qu'elle est sans bord, ou qu'ils sont beaucoup plus loin. Donc je crois que c'est ça qui te donne la sensation que cet inconnu que tu as à l'intérieur de ton corps te dépasse en fait, et plus vaste que toi, oui. C'est sûr. Adonis dit commencement du corps, fin de l'océan, c'est-à-dire ça. Ah oui, bien sûr, oui. Et donc tout à l'heure tu as évoqué l'écriture androgyne, et je comprends bien l'idée, et je me dis, est-ce qu'il y a vraiment une écriture féminine, une écriture masculine, une écriture androgyne? C'est la question que je voudrais te poser. Eh bien, je n'ai pas de réponse, et n'ayant pas de réponse, depuis le temps qu'on me pose la question, je crois que ma réponse finalement sera un jour non. C'est-à-dire que, bon, si des femmes qui écrivent
ont vraiment le sentiment qu'elles ont une écriture différente de celle des hommes. Je veux bien l'admettre, je suis obligée de l'admettre, mais pour ce qui me concerne, moi, je ne vois pas comment moi je pourrais distinguer ce que j'écris de ce qu'écrit un homme. C'est difficile parce qu'en fait aussi l'écriture c'est tellement singulier que est-ce que ça peut se penser en termes de nous les femmes et eux les hommes quoi. C'est difficile de dire ça et puis bon Est-ce que me vient comme ça le souvenir de Duras, le ravissement? C'est un homme qui parle. Oui, en plus, c'est vrai. Donc, je me suis dit, pourquoi attribuer un sexe ou l'enlever à l'écriture, où vraiment on se livre à cette... à notre propre nudité, à notre propre habillage. On se découvre jusqu'à un certain point, jusqu'à quel point, et donc c'est plus la vérité du sujet qu'un sexe. On parle de Laurence parce que mon livre nous y conduit, mais en fait, si tu regardes un petit peu ailleurs dans la littérature, c'est quand même beaucoup d'hommes qui ont mis en place des figures féminines qui sont des figures très fortes comme ça et très justes, enfin criantes de vérité. Madame Bovary est un personnage criant de vérité, c'est écrit par un homme. Bon. Et même ce qu'il lui prête comme sentiment, comme comportement, tout ça, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de femmes qui diraient non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment, je répète. Puis des fois, c'est là, en t'écoutant, je pensais à Balzac avec l'Ulysse dans la vallée. C'est trois femmes. Oui, trois femmes, chacune est différente. Chacune offre et chacune refuse, chacune à sa manière d'être. Oui, c'est... D'ailleurs, moi, je sais pas, il faudrait faire des statistiques. Moi, je vis avec un homme qui a beaucoup parlé des femmes dans ses livres, qui les observe, dont finalement le centre d'intérêt, ce sont les femmes qui passent son temps, un peu comme Laurence, à les cuisiner d'ailleurs. Et en fait, je sais pas, une énorme partie de la littérature est une littérature d'hommes qui met en valeur des figures féminines quand même. Une dernière question, Catherine. Quel regard portes-tu sur le féminisme aujourd'hui en France? On reste en France. Lorsqu'il y a eu l'affaire du Burkini, je me souviens d'un article que j'ai lu comme ça d'un journaliste suédois qui disait au lieu d'interdire le burkini, il faudrait s'interroger sur la régression du féminisme en France. Et donc je voulais savoir quel est ton regard aujourd'hui sur le féminisme, la question féminine aujourd'hui. Alors, avec toute l'actualité. Dans l'actualité très actuelle comme ça, il y a en ce moment une vague de fond qui déferle et qui est un féminisme qu'on appellerait puritain en fait, qui condamne toute représentation de la sexualité sous prétexte que ce serait dévalorisant pour les femmes par exemple. Alors ça dépend de quel point de vue on se place, parce qu'en fait on peut aussi considérer qu'une femme nue sur une affiche, elle valorise la femme. Donc c'est assez discutable. Enfin bon. Et puis je pense que quand même, heureusement, mais elles font peut-être moins de bruit. Et puis il y a peut-être un climat général dans notre société en ce moment qui donne plus d'importance comme ça à ces femmes très, très puritaines. Je pense que quand même il y a un certain nombre de femmes qui se sentent féministes ou proches des féministes
et qui n'ont pas du tout ce comportement puritain, et que ça dérange même, et elles se sentent un peu trahies, voilà, parce qu'en ce moment c'est celui-là qui occupe le devant de la scène, où il est question tous les jours dans les journaux. Peut-être que... bon, moi j'ai jamais été tellement féministe, hein, je l'ai toujours dit. D'abord parce que ce qui dominait quand j'avais 20 ans, c'était Psy et Po, c'était tout ce mouvement qui a donné les éditions des femmes, par exemple, autour de Antoinette Fouque. Et ça, c'était un féminisme dans lequel moi je ne me reconnaissais absolument pas, qui était un féminisme justement extrêmement agressif, comme ça. Alors, moi, j'étais évidemment pas dans une relation d'agressivité avec les hommes. Et puis, il a évolué. Le mouvement d'Antoinette Fouque. Oui, sans doute, des écrivaines qui appartiennent, enfin qui appartenaient et qui ont évolué aussi. Sans doute, oui. Mais aujourd'hui, c'est comment dire, c'est relayé. Je pense que c'est l'ensemble de la société qui régresse comme ça. Alors, je dis qu'il régresse parce que moi, si j'ose dire, je viens d'une époque où tout le rapport à la sexualité était beaucoup plus libre. Et à mon avis, pour le bien de tout le monde. Mais, et depuis quand même un certain nombre d'années, je dirais peut-être presque une vingtaine d'années, il y a une régression dans nos sociétés. C'est très curieux parce que on pourrait à la fois disons que la libération des mœurs qu'on a connues dans les années 60 et encore dans les années 70 ont ouvert quand même les mentalités suffisamment pour que les gens acceptent que des homosexuels, par exemple, puissent se marier. Donc il y a ça. En même temps, il y a l'envers de ça, c'est-à-dire que on peut se demander si ce mariage pour tous ne fait pas rentrer, alors là, tout le monde, donc aussi les homosexuels, dans un cadre normatif, voilà, qui est celui du mariage. Là encore, moi j'appartiens à une génération où, franchement, l'idée de famille, de mariage, tout ça, c'était, on était contre tout ça en fait, on luttait contre ça même. Voilà, bon. Alors c'est pour ça que même des choses qui s'inscrivent dans la loi comme ce mariage pour tous et qui a l'air d'être un progrès des mentalités, on peut se poser la question de savoir si c'est quand même pas une façon de faire rentrer dans une autre normalité quand même ce qui échappait quoi, à la société. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des mutations sociales, ces mutations sociales sont rattrapées par l'ordre normatif. Bah oui, je trouve. En fait, c'est un peu ça aussi qu'on peut se dire. Et là, pour ce qui concerne le féminisme et cette vague à laquelle on assiste, comme ça, de dénonciation des comportements masculins, agressifs, etc., bon, bien sûr que dans certains cas, des crimes sont commis et on ne va pas nier ces crimes quand ce sont des viols avérés, et puis on ne peut pas nier non plus, dans certaines conditions de faiblesse, certaines femmes puissent se sentir comme ça, prisonnières des comportements des hommes. Mais ça entraîne tout, voilà, je veux dire, des fois on se dit, mais on va interdire le flirt, ou quoi, en France, si ça continue. Donc c'est quand même... Et puis c'est quand même le refus. Moi je pense qu'en fait, profondément, je pense que ce mouvement-là, je parlais de féminisme puritain, parce que je pense que c'est conduit par des gens qui ont sûrement une très grande peur de la sexualité, en fait. Parce que c'est refuser de voir que quand même, dans la sexualité, il y a forcément une part d'agressivité. Forcément. Il y a, tout à fait. Il y a une... tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon. C'est un jeu, comme disait Barthes, érotique et
extrêmement cruel et agressif. Bien sûr, il y a cette part-là, on peut pas le nier. Donc en fait, une femme qui se dit traumatisée parce que un homme a eu un geste vis-à-vis d'elle un peu trop audacieux, et que voilà, c'est que cette femme, en fait, profondément a peur de la sexualité. En fait.